L'objectif, c'est de pouvoir aller depuis le terrain outiller des jeunes et puis en même temps parler avec leurs managers, leurs décideurs, leurs directeurs, directrices pour leur dire « Attention, voilà ce qui se passe et on vous invite à être bien vigilants de cette jeunesse émergente parce qu'en fait, c'est eux qui vont porter la transition à vos côtés sur les 10, 15, 20 prochaines années. » À voix haute pour la biodiversité, c'est le podcast de l'association Humanité et Biodiversité où la parole des jeunes fait la différence. Aujourd'hui, faites la connaissance de Claire Pétreau. Découvrez son parcours, l'origine de son engagement, ses réflexions sur la transition écologique et les projets qu'elle porte pour notre avenir et le bien commun. Moi, je m'appelle Claire Pétreau, c'est Claire l'Éclair sur les réseaux sociaux. Je suis entrepreneuse, j'ai créé les Pépites Vertes en 2020. Je donne aussi pas mal de conférences et depuis peu, j'assume le titre d'influenceuse LinkedIn. Et tout ça, voilà, c'est lié à ma grande volonté d'agir et de m'engager pour l'environnement. Le point de départ de mon engagement est très certainement dans le Maine-et-Loire, dans ma petite ville d'origine, à Segré, puisque j'ai vécu à la campagne, mes grands-parents étaient agriculteurs, ma sœur aujourd'hui est agricultrice, mes parents sont profs, et du coup j'ai toujours été très ancrée dans la nature. Mais mon engagement au tout début, c'était surtout m'engager pour les jeunes dans ma ville parce que je trouvais qu'il se passait pas assez de choses et j'avais envie de contribuer. Et un jour, un élu local m'avait dit « Tu m'as l'air bien énervée, viens, on va proposer des solutions suite à ta colère. » Et je m'étais dit « Mais c'est génial cette posture, en fait, dès qu'on voit des problèmes, on peut trouver des solutions. » Donc ça a commencé vraiment à 14-15 ans. Beaucoup d'engagement bénévole, associatif, dans le sport, etc. Et puis après, au fur et à mesure, je décide de candidater à Sciences Po Paris parce que je me dis, c'est ça l'école de l'engagement. C'était un peu inattendu que j'ai cette grande école au vu de la petite ville d'où je venais. Mais du coup, une fois arrivée à Sciences Po, j'ai dû trouver ma place et au fur et à mesure des années d'études, faire plein de stages et à un moment, atterrir sur les sujets environnementaux, particulièrement via l'alimentation. Parce que l'alimentation, en fait, quand on rentre dedans, on se rend compte que ça a un impact sur notre santé, sur les gens qu'on finance, sur le sol et sur la biodiversité, évidemment. Et donc, quand j'ai lancé ce projet de distribution de produits locaux à La Ruche qui dit oui, en fait, tout s'est enchaîné. Après, j'ai découvert les déchets, les biodéchets, l'événementiel responsable. Et là, j'étais rentrée dans la matrice. La bascule, elle a lieu quand, à La Ruche, qui dit oui, je suis censée aller à la rencontre d'une dizaine d'agriculteurs et d'agricultrices. Et pour bien faire la démarche, moi, j'ai envie d'aller sur leurs exploitations. Et j'ai beau être petite fille d'agriculteur, je sais pas, c'est pas tous les 4 matins qu'on va visiter des maraîchers, des éleveurs de porcs ou de poulets. Et donc là, je réalise la réalité du travail sur le terrain et la difficulté de faire bien son job quand on veut le faire de manière écologique. Et en même temps, je vois qu'il y a quand même pas mal de producteurs locaux qui font en sorte que ce soit le plus sain possible pour la planète et pour les humains. Et là, c'est un déclic très fort pour moi parce que je me dis, waouh, en fait, ça existe les solutions, ça existe les gens qui font une agriculture et une alimentation moins intensive. Et c'est comme une pelote de laine, quoi. Tu tires un fil et après tu te dis, mais attendez, comment on gère les déchets et les biodéchets? Et puis en fait, l'énergie, et après tout se mélange. Et c'est là que j'ai mon gros réveil. Et c'est vrai que je me dis, mais en fait, qui suis-je? Je suis toute petite et en même temps, je dois contribuer à protéger. Le concept des pépites vertes, c'est de se dire, moi, je travaille dans l'écosystème de l'impact positif et de l'économie sociale et solidaire et de l'écologie depuis 4-5 ans. Et je vois qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent, mais qu'il y a aussi des métiers traditionnels qui se transforment. Sauf que j'ai l'impression d'être la seule à le voir. Et donc, je me dis, waouh, il faut dire à ces jeunes un peu dépités qu'il y a des solutions. Et surtout, il faut plus que leur dire, il faut leur donner des outils pour qu'une fois qu'ils rentrent en poste, que ce soit dans des assos ou dans des entreprises, ils aient de plus en plus d'impact et d'influence pour porter la transformation avec les décideurs, les managers, les dirigeants. Et donc, c'est vraiment ça au tout début. Et c'est de se dire, la première chose, j'y reviens, c'est vraiment montrer par l'exemple et donc aller à la rencontre dans toute la France de ces jeunes qui innovent sur le territoire parce qu'ils ont des métiers qui vont, de designer de site internet éco-responsable à protecteur de la biodiversité en passant par agricultrice ou consultant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le but, c'est de montrer que partout, ça se bouge. Et donc ça, c'est vraiment la première partie
La deuxième partie des pépites vertes, c'est de se dire que c'est pas suffisant de prouver. Comment est-ce qu'on met les gens en réseau? Comment est-ce qu'on crée une communauté d'entraide pour que ces jeunes-là, partout en France, ils puissent se connaître et se donner des bonnes pratiques pour maximiser leurs chances d'avoir de l'impact en interne. Et puis enfin, il y a forcément aussi un sujet de business model qui vient et de plus en plus des entreprises et des écoles qui viennent à nous pour nous dire c'est marrant, vous racontez bien ces histoires avec authenticité, sans greenwashing, avec la possibilité de nous dire ce qui marche et ce qui marche pas. Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour créer des événements ou des campagnes où on présente les métiers d'avenir de manière plus digitale et native pour les jeunes? Donc en fait, on a une partie agence qui nous permet de capitaliser sur tout ce qu'on apprend auprès des jeunes pour permettre à des organisations de mieux adresser ces sujets-là. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir aller depuis le terrain, bottom-up, entre guillemets, outiller des jeunes et puis en même temps parler avec leurs managers, leurs décideurs, leurs directeurs, directrices pour leur dire « Attention, voilà ce qui se passe et on vous invite à être bien vigilants de cette jeunesse émergente parce qu'en fait, c'est eux qui vont porter la transition à vos côtés sur les 10, 15, 20 prochaines années. » Moi, j'observe que sur les 4 dernières années, ça bouge à vitesse grand V. Et il y a plusieurs raisons. La première, je pense, c'est la réglementation. Forcément, ça force les boîtes à bouger. Il y a un sujet de marque employeur et d'attractivité auprès des talents. Pour autant, j'aime bien dire quand même qu'il y a des jeunesses au pluriel et que c'est pas 100% des jeunes qui cherchent un job lié à l'écologie. Pour autant, les entreprises, elles comprennent bien qu'elles ont un sujet même de business durable, en fait, tout le monde a commencé à comprendre que ça tiendra pas longtemps. Et donc, je trouve de plus en plus que même les patrons et les patronnes de boîtes comprennent le sujet. La seule chose, c'est que c'est très complexe, ça prend beaucoup de temps et on est face à des urgences qui, malheureusement, devraient être activées beaucoup plus rapidement. Mais ça, c'est les systèmes dans lesquels on vit qui font que c'est lent, en fait. Comment convaincre un manager ou une manageuse que c'est un vrai sujet et qu'il faut aller plus loin? Déjà, en n'essayant pas de le convaincre, c'est un peu mon point. D'abord, écouter les freins, quelles sont les priorités des gens et comment essayer de faire de la transition écologique une verticale ou une ligne, en tout cas, qui rentre dans les sujets business. En fait, on n'arrivera pas uniquement à aller voir quelqu'un et lui dire « il faut qu'on fasse moins de ça ». Si en face de ça, malheureusement, on n'a pas associé de problématiques, de modèles économiques, etc. Donc, la première chose que je dis, c'est écouter plutôt que expliquer. Et la deuxième chose, c'est trouver les petits pas qui permettent d'avancer. C'est ça qui est dur quand on est jeune, c'est de penser le temps long alors qu'on est face à l'urgence. Et pour autant, de quelques histoires qui ont bien marché, qu'on nous a fait remonter, ça fait partie des éléments que de savoir écouter pour bien embarquer et bien communiquer qui permettent d'accélérer l'impact. Je pense que pour pouvoir commencer à agir, il faut effectivement trouver des stratégies de petits pas tout en gardant en tête un objectif plus grand et plus ambitieux. De mon côté, ça a été via des stages beaucoup et via mon engagement professionnel parce que j'avais tellement envie d'y dédier ma vie que je pouvais pas garder ça dans l'engagement bénévole en fait. Donc déjà, je choisis un job aligné avec mes valeurs, j'enchaîne les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et en parallèle, évidemment, je commence à réduire ma consommation de viande, je réduis au maximum mes déchets, je prenais déjà beaucoup le vélo, le train, etc. Je réduis complètement l'avion. Et j'aligne en fait ce en quoi je crois, le monde que je voudrais voir advenir et mon quotidien et ma consommation. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, je vais dans la nature autant que possible, observer, m'émerveiller face que ce soit à des lacs, des montagnes, des forêts. Moi, mon élément, c'est clairement la forêt. Chacun a son truc, je pense. Et du coup, j'observe et je me sens apaisée quand je suis dans la nature. Quand il y a des personnes qui sont pas très réceptives autour de moi, j'essaye d'identifier les choses les plus faciles à mettre en place pour eux. Parce que ça peut paraître une grande barrière à l'entrée, en fait, de être écolo, entre guillemets. On a l'impression que d'un coup, d'un seul, on va se mettre en sarouel et prôner la décroissance. Il y a un peu de ça. Mais non, en fait, la sobriété, déjà, j'essaie de montrer que c'est cool, que je suis quand même stylée avec mes fringues de seconde main et que je mange bien et que, par exemple, mes plats végétariens, ils donnent trop faim. D'un côté, je comprends, le cerveau, il n'est pas fait pour être hyper fan de la nouveauté et du changement. Donc, la preuve par l'exemple, je crois que c'est la meilleure manière d'embarquer autour de soi.
la chose que j'utilise le plus liée et inspirée de la nature, c'est le concept d'écosystème. Et c'est pas moi qui l'utilise. Je parle souvent de l'écosystème à impact ou l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Et un écosystème, ça va être un endroit où il y a des acteurs qui financent, des acteurs qui innovent, des citoyens, la société civile, des grandes entreprises, des startups, des assos. Et bien, des écosystèmes comme ça durables, c'est des écosystèmes d'entraide. Et quand on retourne à l'origine du terme écosystème, en fait, on retourne à l'origine d'un écosystème naturel et on va regarder ce qui se passe dans une forêt, dans une zone humide ou dans une montagne ou dans, les fonds marins. Ce sont des écosystèmes qui vont se mélanger et se nourrir mutuellement, mais chacun a son rôle en fait. On n'est pas en train de prendre la place de l'autre, on est en train collectivement, circulairement, de créer l'écosystème et de le rendre durable et résilient. Voilà, c'est en ça que je crois. C'est des endroits où chacun est à son bon endroit, dans sa zone de génie, et prêt à donner la main à un autre à côté qui fait un truc que lui, il fait pas. Mais ensemble, et du coup, ils vont pouvoir durer plus longtemps. Il y a un sujet de durabilité et de soutenabilité dans les écosystèmes. On a malheureusement un peu effacé le sujet biodiversité lorsque le mouvement climat a émergé. Et de fait, heureusement, je dirais que ça fait quand même 4-5 ans qu'on sait et qu'on adresse de plus en plus le sujet biodiv. Il y a eu une problématique, je pense, sur le sujet biodiv, c'est que c'est très dur à mesurer. On est dans un monde où on veut tout mesurer. Le CO2 et les émissions de gaz à effet de serre, ça se mesure, donc on peut se donner des objectifs de réduction, donc c'est plus facile. Pour autant, la biodiversité, je sais pas, c'est nous aussi. Enfin, on a l'impression de mettre de côté une terre et la nature, les petites bêtes et les coccinelles, mais en fait, pas du tout. C'est One Health, One Planet. On fait partie de la biodiversité. On a imaginé un monde où il y a les humains et le reste. C'est faux. Et le jour où la biodiversité s'effondre, si jamais il fallait parler vraiment au cœur des humains pour les mettre en mouvement, ça va les toucher et ça va créer des problèmes qui nous concernent en termes de notre santé aussi. Pour moi, le plus grand enjeu de la biodiversité, la priorité s'il doit y en avoir une, ce sont les humains. En fait, il est vraiment hyper important que les humains se rendent compte que ce sont eux les responsables de la situation et donc aussi que ce sont eux les porteurs de solutions pour limiter l'impact. Moi, je suis encore une fois pas la meilleure pour dire s'il faut commencer par les coléoptères ou par les plantes vertes ou par la situation marine ou par les montagnes. Mais ce que je sais, c'est que c'est à chacun et chacune de se rendre compte que quand on achète quelque chose ou quand on lance un projet, ça aura un impact sur la biodiversité. Donc le seul sujet, c'est les humains et à quel moment est-ce qu'on se responsabilise, à la fois par éthique et par engagement et par respect pour la planète, mais aussi par égoïsme, dans le sens où, encore une fois, je leur dis, c'est aussi pour nous qu'on doit préserver la biodiversité parce que ça fait partie de notre équilibre que de vivre en harmonie avec la nature. Je pense que ce qui nourrit mon optimisme, c'est de pouvoir me connecter aux quelques victoires qui existent grâce au travail incroyable des ONG et des associations. Ensuite, ce qui nourrit mon optimisme, c'est d'aller dans la nature et de voir que elle peut se régénérer. Ma petite sœur, elle est agricultrice, donc je sais que dans la manière dont elle pense ses pratiques, de manière plus agroécologique, elle va rendre le sol de plus en plus fertile. Donc parfois, ce qui est important, c'est d'aller voir comment ça se régénère très concrètement. Et puis enfin, il y a quand même un mouvement de personnes sensibilisées, conscientes et volontaires pour s'engager qui grandit année après année. Il y a un peu plusieurs gangs. Il y a ceux qui s'en fichent de plus en plus et il y a ceux qui veulent de plus en plus s'engager. Je vous invite à vous connecter à ceux qui veulent de plus en plus s'engager parce que c'est ça qui maintient l'optimisme dans le temps. Merci à Claire Pétro pour son témoignage dans À Voix Haute pour la biodiversité, le podcast où la parole des jeunes fait la différence. Si vous avez aimé ce podcast, montrez-le sur votre plateforme d'écoute avec 5 étoiles et un commentaire. Pour agir et nous rejoindre, retrouvez Humanité et Biodiversité sur le web et les réseaux sociaux. Et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.